bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver du coup ce midi avec Amandine pour faire un petit point sur le handicap et la politique du handicap. Donc Amandine va prendre une vingtaine de minutes à peu près, 20-25 minutes pour vous faire une petite présentation de quelques notions au début. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions lors de la présentation sur des points à nous interrompre, à ouvrir votre micro, à utiliser le chat, je relayerai les questions. Et puis après, le but, c'est de pouvoir aussi rendre l'événement un peu interactif et donc de communiquer, d'échanger un peu plus largement sur vos questions par rapport aux politiques de handicap que vous pouvez avoir dans vos entreprises et autres. Et merci du coup, Amandine, de nous prêter de ton temps ce midi pour notre pause déj. Donc, je te laisse la parole. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonjour à tous. Je partage donc mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran, mes slides, des slides? Oui. Oui. Très bien. Donc, oui, c'est un plaisir pour moi de passer cette heure avec vous pour évoquer effectivement la politique handicap, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, et puis les bénéfices qu'on peut aussi en retirer. Je vais effectivement, comme l'a dit Sarah, merci pour ton introduction. Je vais faire une petite présentation de 25 minutes, mais n'hésitez pas voilà, régulièrement, je demanderai si c'est clair, s'il y a des questions, donc n'hésitez pas à en poser pendant la présentation. Et puis, bien sûr, après, ce sera aussi l'objectif, comme vous le savez, c'est toujours d'être dans l'échange. Avant de démarrer vraiment, je voulais quand même me présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, je m'appelle Amandine Pillot. Après mes études, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans différentes entreprises en tant que salariée, toujours sur la question du handicap. Donc, j'ai par exemple travaillé dans une mission handicap d'un grand groupe ou encore dans une coopérative qui développait des produits et services pour les personnes sourdes. J'ai aussi monté des salons de recrutement réservés aux travailleurs handicapés. En parallèle de ces expériences-là, je signale aussi que je suis moi-même en situation de handicap parce que je suis malvoyante. Ça ne me gêne pas du tout d'en parler, d'ailleurs, s'il y a des questions sur ce sujet tout à l'heure. Et suite à ces expériences personnelles et professionnelles, j'ai décidé de créer mon entreprise il y a maintenant 4 ans, donc que j'ai appelée Atoucap. Et au travers d'Atoucap, j'accompagne alors principalement des PME et ETI pour les aider, pour les accompagner à mettre en place leur politique handicap comme mission handicap externalisée finalement pour des plus petites structures que les grands comptes. Voilà. Et je partage régulièrement du contenu sur le sujet du handicap en entreprise sur LinkedIn. Donc, si vous avez envie de suivre ce contenu, vous serez les bienvenus. Voilà. Alors, ce que je vous propose, qu'on aborde sur cette petite présentation, c'est de faire un petit rappel du contexte, donc justement de l'OETH, de prendre 2 minutes là sur une actu qui date de cette semaine aussi, et puis après, effectivement, de se concentrer plus sur les bénéfices qu'on peut en retirer, d'une politique handicap. Et puis, on terminera en évoluant assez rapidement parce qu'évidemment, tout ça, c'est un vaste sujet. Donc, en 20 minutes, on peut pas tout aborder dans le détail, mais on abordera quand même les leviers, justement, qu'on peut mettre en place pour améliorer finalement son taux d'emploi et comment on peut mettre en place une politique handicap. Le contexte, alors normalement on est effectivement entre professionnels des RH, donc vous le connaissez, mais je voulais quand même bien rappeler ce qu'est l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc cette obligation d'emploi, elle existe depuis 1987. Donc, ça fait plus de 30 ans, ça fait 35 ans en fait cette année du coup. Ça fait 35 ans que toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Quand elles ne respectent pas cette obligation
là, eh bien, elles doivent payer une contribution annuelle à la GFIP. Cette loi donc existe depuis 35 ans, mais elle a été renforcée à 2 reprises. Les 2 réformes principales datent de 2005 et la dernière date de 2018. Elle est entrée en vigueur en 2020, donc c'est très récent. On est simplement à la 2e déclaration, nouvelle formule, je dirais. Voilà. Désormais, tout se fait en DSN et la contribution à GFIP est à payer à l'URSSAF. Et ce qui a changé aussi, c'est que globalement, ces contributions ont plutôt augmenté. Cette réforme est faite vraiment pour encourager l'emploi direct des travailleurs handicapés et a un petit peu accru, enfin changé le calcul, ce qui a accru les contributions qui ont dans l'ensemble plutôt augmenté. Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, sur l'OETH, et un rappel vraiment rapide, parce que évidemment, c'est une obligation et un calcul qui est assez complexe, mais est-ce que vous avez des questions sur ce point-là, maintenant ou plus tard, mais maintenant déjà? N'hésitez pas à passer par le chat pour ceux qui ne peuvent pas forcément avoir leur micro ou à prendre directement la parole. Hein. Ok, donc c'était un petit rappel, rapide du contexte, mais en tout cas, c'était quand même important qu'on le rappelle. On pourra, s'il n'y a pas de questions tout de suite, on pourra en reparler tout à l'heure si certains en ont. Oui. Il y a une question qui est arrivée pour toi, Amandine. Où peut-on trouver les chiffres des montants à payer? Alors, en fait, donc depuis la réforme, toutes les entreprises, alors quel que soit d'ailleurs leur nombre de salariés, qu'elles en aient 1, 2, 10, 20, 200 ou 2000, doivent chaque mois déclarer leurs travailleurs handicapés dans la DSN. Et ensuite, en début d'année, donc là, en début 2022, les entreprises doivent aller calculer, enfin, ça se fait en DSN aussi, elles doivent déclarer et elles-mêmes en fait calculer leur contribution à GFIP. Alors, comment savoir combien on doit payer? Alors, ça dépend de plein d'éléments, parce qu'il y a des coefficients selon le nombre, selon la taille de l'entreprise, et puis après, il y a des déductions possibles. Donc, effectivement, il y a plein de conditions, de cas. L'idéal pour comprendre, alors, il y a plein d'endroits où on peut trouver des informations là-dessus, mais l'idéal pour essayer de comprendre combien son entreprise va payer avant de le déclarer peut-être en DSN, c'est d'aller sur le site de la GFIP qui propose un simulateur. Et donc là, vous serez guidé pas à pas pour bien noter tout ce qui va permettre de faire ce calcul. Donc, la taille de l'entreprise, par exemple, qui va servir au premier calcul, mais après, toutes les déductions auxquelles vous aurez droit, voilà. Après, il existe différents articles, enfin voilà, en cherchant évidemment en ligne, par exemple, là, on peut trouver tous ces éléments. Mais vraiment, la référence, ça va être sur les sites de l'AGFIP et de l'URSSAF, que tout sera détaillé de façon officielle. Et le simulateur de l'AGFIP fonctionne plutôt bien. Donc, c'est vers ça que je renverrai. Et du coup, Julien a apporté une précision à sa question qui était comment savez-vous que la contribution augmente avec cette réforme? Alors, c'est parce qu'en fait, il y a eu plusieurs éléments qui sont réformés, enfin qui ont changé dans cette réforme, et donc on sait que ça augmente pour la majorité, disons, des entreprises. Un exemple, avant cette réforme, donc jusqu'en 2019, c'était par numéro SIRET que l'on calculait et que l'obligation s'appliquait. Donc, ça veut dire que, par exemple, une entreprise qui avait son siège social avec 150 personnes, le siège social était soumis à l'obligation d'emploi. Mais si en plus, elle avait une quinzaine d'établissements autonomes avec dans chacun
une dizaine de salariés, par exemple des boutiques, eh bien, ces salariés-là, ces boutiques-là n'étaient pas soumises à l'obligation. Désormais, depuis 2020, ce sont les entreprises au niveau du numéro SIREN qui comptent. Ce n'est plus le SIRET, mais le SIREN. Et donc, dans l'exemple que j'ai donné, au lieu d'avoir une obligation qui s'appliquait pour une entreprise de 150 salariés, eh bien là, l'obligation est donc ça veut dire que c'est une entreprise qui aurait dû avoir 9 travailleurs handicapés. Eh bien, dans la même entreprise, là, on va faire 150 plus les 15 établissements avec 10 salariés, donc ça fait aussi 150, donc ça fait 300. Et donc, avec la nouvelle réforme, eh bien, la même structure devrait avoir 18 travailleurs handicapés au lieu de 9. Donc, forcément, mécaniquement, dans ce cas-là, la contribution aura augmenté. Donc, c'est un exemple, mais il y a eu, alors sur la réforme, hein, d'ailleurs, il me semble que j'avais déjà fait une intervention il y a 1 ou 2 ans sur ce sujet au congrès Web RH, enfin Afterwork RH, le congrès Web RH. Mais effectivement, il y a toute une liste de modifications dans la réforme qui font que les contributions augmentent. La sous-traitance aussi, alors je ne vais pas pouvoir tout détailler aujourd'hui, mais la sous-traitance, elle permet toujours des déductions, mais elle les permet de façon très différente et du coup, on déduit quand même beaucoup moins de choses via la sous-traitance. Voilà, donc il y a plein d'éléments de la réforme qui font que cette contribution augmente dans beaucoup d'entreprises. Et je te relais une dernière question d'Anaïs. Quand les entreprises, du coup, ne sont pas au 6%, est-ce qu'elles peuvent payer la contribution ou signer un accord handicap dans lequel elles s'engagent à utiliser ce budget, à mettre en œuvre dans une politique inclusive? Alors oui, c'est une des alternatives, effectivement. Donc, la manière de remplir son obligation d'emploi, c'est donc d'avoir 6% de travailleurs handicapés en emploi direct, hein, donc ça veut dire en CDI, en CDD, en alternance, en stage, voilà. Ou si on n'a pas les 6%, on paye une contribution donc, annuelle à l'URSSAF qui est reversée à la GFIP. Une alternative, effectivement, c'est de signer un accord agréé qui est tripartite, qui est donc signé entre l'entreprise, les syndicats et puis validé, en fait, agréé, mais signé par la DRETS, donc anciennement direct. Et donc, ces accords-là qui sont signés, qui sont valables en général 3 ans et qui ne sont renouvelables qu'une fois, donc c'est vraiment pour booster, pour démarrer une politique handicap. Eh bien, cet accord fait qu'on ne paye rien à la GFIP pendant 3 ans. Par contre, l'entreprise s'engage à utiliser le budget de la contribution théoriquement due à la GFIP en faveur de l'insertion des travailleurs handicapés et de l'inclusion en interne. C'est très réglementé, mais effectivement, c'est une alternative qui peut être intéressante et pertinente pour booster une nouvelle politique handicap. C'est très technique, hein, je suis désolée, mais comme les questions sont précises, je rentre un peu dans le technique, mais j'espère que je réponds à vos questions d'ailleurs. Est-ce qu'on continue ou il y a d'autres questions? Il y avait une dernière question et juste une précision, Annalise, qui te dit que oui, tu as répondu à la question. Donc voilà, je pense que c'était ça. Bon. Et Soisy qui demande si de ton point de vue, tu constates toi-même, du coup dans tes clients et autres, une augmentation des contributions côté public. Côté, pardon? Public, donc FIP, HFP, pardon. Alors, ce côté-là, je le pratique moins parmi mes clients. Je travaille surtout dans le secteur privé. Donc, je n'ai pas réellement de réponse. Enfin, si, la réponse que je peux donner, c'est qu'en tout cas, le secteur public remplit plus dans le secteur privé. La moyenne aujourd'hui, donc 35 ans après la mise en place de cette loi, c'est 3,7% de travailleurs handicapés dans le secteur privé, donc une obligation de 6%.
Donc, il y a encore du chemin à faire. Dans le public, donc les collectivités et puis les services publics, l'obligation donc, est la même, mais le chiffre est supérieur et il se rapproche beaucoup plus des 6%. Alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, donc je me préfère ne pas le donner pour ne pas faire d'erreur, mais il est beaucoup plus élevé, il doit être autour de 5%, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais je ne sais pas répondre à la question de l'augmentation des contributions dans le public. Voilà. Mais en tout cas, elles sont de toute façon quand même plus inférieures puisque l'obligation est globalement un peu mieux respectée. Merci Amandine, je pense qu'on a fait le tour, tu peux continuer. Allez, alors on poursuit et puis on pourra y revenir, hein, c'est l'idée. Donc justement, on va continuer pour après avoir aussi du temps pour continuer nos échanges. Alors là, c'était, ça va aller un petit peu plus vite, mais c'était quand même pour vous apporter une information qui est vraiment, qui date de cette semaine. Donc, en théorie, la fameuse déclaration annuelle dont je parlais pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés, depuis la réforme, est à faire en février de l'année N+1. Donc, en février, 2022, les entreprises étaient censées faire leur déclaration pour l'année 2021 en DSN et c'était exigible en mars. L'URSSAF a annoncé en début de semaine, a annoncé lundi que c'était reporté. Alors l'an dernier, ça avait déjà été le cas parce que c'était la première année qui avait eu des soucis de mise en place. Mais donc là, cette année, ça a été aussi reporté. Donc ces déclarations ne seront finalement à faire qu'en avril. Donc vous avez un petit peu plus de temps. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'actualité. Vous pouvez prendre note de cette information-là. J'en profite aussi pour préciser que les entreprises de travail temporaire avec lesquelles vous travaillez éventuellement et qui vous aurez fourni des intérimaires en situation de handicap, ainsi que les ESAT, les entreprises adaptées ou les travailleurs indépendants handicapés à qui vous auriez sous-traité des prestations, eh bien, toutes ces structures-là ont dû, en théorie aussi, mais bon, normalement, ont dû, avant le 31 janvier, donc entre le 1er et le 31 janvier, vous envoyer leurs attestations qui vous permettront justement d'obtenir certaines déductions de votre contribution. Donc là, c'est reporté à avril. Mais profitez-en peut-être pour commencer à faire le point sur les attestations que ces structures-là vous doivent si jamais certains sont en retard. Voilà. Donc, entreprise de travail temporaire et puis tout ce qu'on appelle la sous-traitance responsable, hein, donc les ESAT, les entreprises adaptées et les travailleurs indépendants handicapés. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Une question de Valérie qui dit: pour être à jour de la déclaration, connaissez-vous le délai de renouvellement des RQTH? Une salariée me signale attendre depuis août 2021. Je n'ai donc pas de justificatif pour cette année. Est-ce normal? Alors, donc, déjà, cette personne a pu, si elle était déjà RQTH jusqu'en août, par exemple, eh bien, vous pouvez la déclarer. Jusqu'en août, donc au moins pour les 8 premiers mois de l'année, elle se comptera dans les effectifs. Et deux autres informations. Alors, premièrement, donc les délais en général, hein, on dit que les délais sont de 4 à 6 mois selon les départements. Alors, parfois, j'ai aussi entendu dire que c'était même un peu plus, que ça pouvait aller jusqu'à 8 mois. Mais généralement, on parle de 4 à 6 mois de délai. En revanche, quand c'est un renouvellement, sachez que c'est rétroactif. Donc, même s'il ne l'a qu'en février, par exemple, si elle se périmait, disons, en août 2021, a priori, le papier qu'il recevra de la NDPH dira bien que la RQTH est renouvelée de septembre à partir de septembre 2021. Voilà. Il y a cette rétroactivité, mais c'est vrai que par contre, ça peut prendre un peu de temps. Et ce salarié risque de la recevoir août, donc peut-être février, peut-être mars, c'est possible.
Mais voilà, par contre, c'est rétroactif. Et du coup, là, vous pouvez le corriger en DSN pour les mois manquants, justement, quand vous l'aurez. Et donc, là, en plus, comme la déclaration sera faite en avril, a priori, vous aurez tous les éléments d'ici là. Et donc, vous pourrez faire une déclaration complète avec cette RQTH à jour. Effectivement, c'était la question suivante que du coup Valérie a posée, comment régulariser en DSN? Alors là, honnêtement, de mémoire, donc je ne sais plus, mais enfin, je ne sais plus je ne peux pas vous donner de mémoire les codes et les blocs où il faut le faire, mais on peut le faire. Et donc, en cherchant, il y a un guide de l'URSSAF qui détaille tout ça, et ou en cherchant sur Google correctif déclaration des OTH, enfin, voilà, ça se retrouve. Sinon, moi, faites-moi un petit message à la fin ou via LinkedIn, j'essaierai de vous donner l'information plus précise. Mais voilà, en tout cas, ça existe, ça a été prévu. Il y a des blocs correctifs pour pouvoir mettre à jour ça. Ben, c'est tout. Tu as un super de Valérie, donc je pense que c'était très clair. Ok, tant mieux. Bon. Donc, le sujet du jour, hein, c'était quand même effectivement les bénéfices d'une politique handicap volontariste. Donc, c'est là-dessus que je vais poursuivre. Alors, si après, hein, dans la suite du webinaire, il y a des questions qui vous préoccupent sur la déclaration ou sur l'obligation d'un emploi en général, on pourra aussi bien sûr y revenir. Mais là, l'idée, donc, c'est de traiter, de comprendre pourquoi une politique handicap est intéressante. Et quand on parle de bénéfices, c'est aussi des arguments finalement, hein, qu'on peut donner en interne, parce que peut-être que vous-même, pour différentes raisons, mais vous êtes peut-être déjà convaincu qu'il faut mettre une politique handicap en place. Mais il faut aussi convaincre, hein, parfois cette direction ou le CODIR, le COMEX. Voilà. Donc, les bénéfices qu'on va voir, ça peut aussi être vraiment de bons arguments, hein, pour convaincre sa direction de l'utilité de cette politique handicap. Alors, je précise parce que ça, du coup, je ne l'ai pas mis dans les bénéfices, mais depuis 2018 aussi, dans toutes les entreprises de plus de 250 salariés, un référent handicap est obligatoire. Il doit être désigné, alors en interne ou en externe, hein, d'ailleurs, ça peut être un consultant spécialiste en externe, hein, moi c'est une des prestations d'ailleurs que je propose, ou alors ce sera un salarié en interne, idéalement quelqu'un de volontaire évidemment, souvent service RH, mais pas obligatoirement. Et alors c'est obligatoire, mais effectivement c'est obligatoire autant l'utiliser à bon escient pour pouvoir mettre en place une politique handicap. Hein. Selon moi, c'est aussi l'opportunité. C'est certes obligatoire, mais voilà, transformons cette obligation en opportunité pour impulser quelque chose de nouveau dans l'entreprise et vraiment mettre en place une réelle politique handicap. Alors, le premier bénéfice, et c'est vrai que c'est souvent quand même la porte d'entrée, c'est une réduction des coûts. Alors bon, ça peut paraître évident, mais j'ai quand même voulu le rappeler celui-là. C'est-à-dire que mécaniquement, hein, si son taux d'emploi augmente, donc quand on met en place une politique handicap en interne, eh bien, évidemment, l'objectif, c'est que le taux d'emploi augmente, c'est qu'on plus de travailleurs handicapés. Alors, on va voir comment, on va voir qu'il y a différentes solutions. Si on n'arrive pas à avoir plus de travailleurs handicapés, il y a quand même des alternatives. Hein, on peut aussi développer la sous-traitance. Il y a plusieurs axes, hein, dans une politique handicap à mettre en place. Et effectivement, parfois, sur le moment, ça peut coûter un peu d'argent, mais eh bien, ça fait mécaniquement baisser la contribution à GFIP. Ça dépend d'où on part, mais hein, on peut aller jusqu'à même une suppression de la contribution à GFIP. Cette contribution, elle est souvent vécue, voire certains font la confusion et pensent réellement que c'est une taxe ou une amende.
Non, c'est une contribution au sens où c'est fait pour compenser le fait que l'entreprise n'ait pas les 6%. Donc, si on reste sur l'idée de taxe, mais c'est une taxe que l'on peut réussir à supprimer. Donc, effectivement, mettre une politique handicap humaine en interne qui va permettre de faire des économies, c'est quand même un sacré bénéfice et ça peut être un bon argument. C'est souvent ce qui est mis en avant. Moi, en tout cas, donc, de mon expérience, quand j'ai des sollicitations, c'est un des aspects. C'est j'en ai marre de payer une contribution à GFIP trop élevée ou justement, elle a augmenté avec la réforme. Comment peut-on faire pour diminuer cette contribution? Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier bénéfice qu'on peut mettre en avant. Qu'on peut mettre en avant. Alors après, ça se fait pas d'un claquement de doigts, évidemment. Et quand je dis politique handicap durable, c'est aussi parce que même quand on met en place quelque chose, eh bien, il y a du turnover, il y a des départs à la retraite, etc. Donc, c'est pas parce que on a les 6% ou qu'on va s'en rapprocher qu'il faut tout arrêter. Voilà, ça s'entretient aussi. À partir d'une certaine taille, le fait de signer un accord, dont je parlais tout à l'heure, l'accord tripartite, l'accord agréé, ça a du sens aussi pour justement donner l'impulsion. Désormais, ça c'est aussi une nouvelle règle de la réforme. Avant, on pouvait enchaîner les accords, certains grands groupes en avaient 9 ou 10. Maintenant, c'est limité à 2, donc c'est 1 renouvelable une fois. Mais effectivement, ça peut être une bonne solution pour booster, pour démarrer ça. Voilà, parce que du coup, on a un budget pour faire des choses. Est-ce que sur ce bénéfice-là, cette question des coûts, ça vous parle, ça vous paraît clair ou est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, pas de questions. Excusez-moi, il y a aussi le fait que les personnes en situation de handicap soient aidées par la RQTH. Enfin, en tout cas, la RQTH apporte une aide à l'aide à l'embauche. Donc, du coup, ce n'est pas une réduction des coûts, mais c'est un apport d'aide supplémentaire. C'est vrai, ça en fait partie et ça fait aussi partie des arguments d'ailleurs qu'on peut donner même aux candidats travailleurs handicapés. Mais effectivement, il y a régulièrement donc des subventions qui sont proposées pour l'embauche de travailleurs handicapés. Donc, ça fait partie effectivement du but global, c'est-à-dire qu'un travailleur handicapé sur la première année va coûter un petit peu moins cher à l'entreprise. Alors, il faut vérifier. Souvent, l'idéal, pareil, c'est le site de la GFIP, la référence. Selon les moments dans l'année, les aides ne sont pas les mêmes et ne sont pas pour les mêmes contrats. Donc là, par exemple, jusqu'au 31 décembre 2021, il y avait une aide de 4 000 € pour l'embauche d'un travailleur handicapé en CDI. À ma connaissance, elle avait déjà été renouvelée plusieurs fois. À ma connaissance, pour l'instant, elle n'est plus en vigueur. Alors, il y en a sûrement une autre qui va revenir d'ici 2-3 mois parce qu'il y a vraiment régulièrement des aides à l'embauche des travailleurs handicapés. Par contre, en ce moment, il y a toujours une aide en vigueur pour l'embauche, pour un contrat en alternance avec un travailleur handicapé. Donc, c'est aussi une aide forfaitaire, alors qui est versée en plusieurs fois. Je ne sais plus quel est le montant, mais c'est aussi quelques milliers d'euros. Donc, en ce moment, il y a pour l'alternance. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a plus pour les CDI, mais ça devrait revenir. Mais voilà, c'est des choses qui évoluent. Mais tout à fait, ça peut être un petit coup de pouce supplémentaire ou à compétences égales, ça peut être un argument aussi supplémentaire. Exactement, c'est vrai. Bonne remarque. Et il y a également Lionel qui précise qu'on peut associer obligation d'alternance donc supérieure à 250, satisfaction des clauses d'insertion et GPEC. Alors Lionel, je ne sais pas si c'est une réaction ou pas, si vous voulez préciser peut-être. Oui, simplement, dans les travaux publics, il y a des clauses d'insertion où on est obligé de faire 5% de personnes d'insertion handicapées, femmes battues, femmes sur métier masculin, etc. Ça peut être un moyen de satisfaire cette obligation.
Et les plus de 250 entreprises ont également l'obligation d'avoir 5% d'alternants. Donc, si c'était 5 plus 5 plus 6, ça fait beaucoup. Et on peut associer les 3 critères. Et puis, c'est aussi la stratégie RH de la GPEC d'anticiper les départs ou les métiers en perdition. Je pense par exemple aux dessinateurs projeteurs en électricité où on n'en trouve pas. Et peut-être en tablant sur une personne handicapée qu'on amène sur un poste à responsabilité, envisager à 3, 4, 5 ans d'avoir des postes pénuriques satisfaits. Merci beaucoup pour cet apport. Effectivement, je ne connaissais pas ces obligations dans le BTP. Donc, oui, du coup, c'est tout à fait pertinent. Et effectivement, la GPEC, alors ça par contre, oui, bien sûr. Enfin, par contre, pardon, en plus, évidemment. Tout à fait. Un des enjeux, alors ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, donc on ne pourra pas forcément l'aborder trop en détail, en tout cas dans la partie présentation, mais tout l'enjeu du suivi et de la gestion donc, des travailleurs handicapés, c'est aussi leur fidélisation. Et en fait, il y a des choses particulières qu'on peut faire effectivement dans la fidélisation des travailleurs handicapés. Et effectivement, on peut aussi choisir de faire monter en compétence quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, pourquoi pas, pour des emplois qui sont pénuriques, effectivement. Enfin, voilà, oui, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose, les travailleurs handicapés, il y a un accompagnement particulier, un suivi vraiment à leur proposer. Donc, et la fidélisation est un véritable enjeu parce que ce n'est pas toujours facile de trouver un travailleur handicapé qui a les compétences qu'on recherche. Donc, c'est bien de l'embaucher, c'est bien de l'intégrer. Mais après, effectivement, pour le fidéliser, il y a des choses particulières à mettre en place. C'est des gens qui ont souvent beaucoup d'autocensure. Donc, peut-être qu'il va falloir aller vers eux pour leur proposer des formations, pour leur proposer des évolutions dans leur carrière, qu'il va falloir peut-être manager un petit peu différemment. Enfin, voilà, il y a différentes choses à faire, effectivement, dans la fidélisation et dans la GPEC complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sujets sur les économies ou sur d'autres choses dans l'immédiat? Non, tu peux avancer. Ok. Alors, je voulais quand même faire un petit point sur la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Souvent, on associe RSE avec environnement, avec développement durable. Et bien pourtant, ce n'est pas que ça. On dit bien responsabilité sociétale. Donc, ça va être l'ancrage territorial, ça va être l'inclusion, mais au sens large, de la diversité. Voilà, donc tout ça, ça fait aussi partie de la RSE. Et donc, le handicap faisant partie de la diversité, eh bien, il fait bien sûr partie de la RSE. Donc, dans sa politique handicap, d'ailleurs, quand on met en place une politique handicap, eh bien, il est vraiment bon et pertinent d'embarquer le ou la responsable RSE. Et c'est vraiment un bénéfice supplémentaire parce que ça va donner cette dimension sociétale à la RSE. Le responsable RSE, il aura souvent déjà fait des choses pour le développement durable, pour l'environnement, et il va pouvoir s'appuyer sur la politique handicap pour avoir cette partie sociétale. Il faut savoir aussi que maintenant, d'ailleurs, dans beaucoup d'appels d'offres, il est demandé dans la réponse à l'appel d'offres des éléments sociétaux et de RSE, et même donc de pouvoir justifier qu'effectivement, il va y avoir, par exemple, des travailleurs handicapés qui vont travailler sur cet appel d'offres-là. Moi, j'ai des sollicitations précisément là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, la RSE, aujourd'hui, on est tous conscients que c'est une part importante qui est demandée aux entreprises. Mais en plus, ça peut jouer dans notre développement commercial, finalement, quand on va répondre à des appels d'offres, par exemple. Est-ce que sur la RSE, ça vous paraît bizarre ou est-ce que vous avez une question Ok, alors parlons de la marque employeur. Donc, eh bien, aujourd'hui, les choses changent, on le sait tous. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs à ça. Il y a
les jeunes générations qui ne fonctionnent plus comme les moins jeunes, disons. Et puis, il y a eu la pandémie aussi. Il y a eu, il y a eu plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, eh bien, alors déjà, il y a beaucoup plus de métiers pénuriques. Et puis, les candidats sont à la recherche de sens. Et donc, effectivement, dans votre marque employeur, la politique handicap durable, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant. Alors, il y a deux raisons et deux cibles à ça, finalement. Dans la marque employeur, vous allez pouvoir cibler des talents travailleurs handicapés. En vous disant, si ma marque employeur, si j'arrive à les intéresser, ils vont venir peut-être plus chez moi. Et donc, effectivement, là, ça va être de vraiment mettre en avant votre politique handicap, l'accompagnement, le suivi, peut-être les avantages qui sont proposés aux travailleurs handicapés dans votre entreprise, parce qu'il y a des choses que la loi impose, mais il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui proposent des petits avantages supplémentaires. Donc, par exemple, ça peut être parfois 1 ou 2 journées de congés supplémentaires quand on est reconnu travailleur handicapé, ou bien le financement de la surprime de la complémentaire santé. Voilà, ce genre de petits avantages, ça peut être à mettre en avant dans sa marque employeur. Pour vraiment montrer que la politique handicap, ce n'est pas juste un affichage, mais qu'il y a concrètement des choses, que les managers ont été formés, par exemple, et qui sont managers inclusifs. Voilà. Donc, tout ça, ça va attirer des talents travailleurs handicapés, mais pas que. Comme je disais, aujourd'hui, beaucoup de candidats recherchent du sens. Et donc, eh bien, une marque employeur où il y aura une partie diversité, handicap, eh bien, ça peut intéresser des gens qui ne sont pas eux-mêmes handicapés, qui ne sont pas eux-mêmes issus de la diversité, mais qui vont avoir conscience de l'importance de l'inclusion aujourd'hui. Alors, soit parce que tout simplement, ça fait partie de leurs valeurs, ou bien parce qu'ils sont peut-être concernés indirectement. Aujourd'hui, il y a 12 millions en France de personnes en situation de handicap. Alors, ils ne travaillent pas tous, et là, ça englobe l'ensemble de la population, mais il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, ça représente environ 1 personne sur 5. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de fortes chances qu'on ait tous, finalement, dans notre entourage plus ou moins proche, une personne en situation de handicap. Et parfois, on ne le sait même pas, puisque 80% des handicaps sont invisibles. Donc, peut-être que le candidat, il a une sœur ou il a un oncle qui est en situation de handicap, mais c'est peut-être sa voisine qui croise tous les jours et qui semble savoir un handicap invisible. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui, aujourd'hui, vont aussi pouvoir vraiment permettre d'améliorer sa marque employeur. Ça peut être un véritable axe pour renforcer sa marque employeur quand vous recrutez sur des salons online ou sur votre site emploi également. Une petite question. Oui. Une question notamment sur cette question-là du recensement des personnes en situation de handicap en entreprise, parce que parfois on peut en avoir, mais on ne le sait pas car ils ne le disent pas. Est-ce que vous avez 1 ou 2 conseils à donner à ce sujet-là, peut-être les convaincre d'une manière ou d'une autre de revenir vers nous, la mission handicap, et en fait, enfin voilà, je ne sais pas si c'est clair comme question, mais sur le recensement de ces personnes-là, peut-être qu'on en a en fait, et comme vous avez dit, qu'ils sont invisibles, et juste de les convaincre et leur donner des avantages et leur montrer l'accompagnement qu'on peut leur apporter, et nous aussi en tant qu'entreprise, quoi. Oui, non, je vois très bien votre question. C'est juste, il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est pour ça que je structure un peu ce que je vais vous répondre. Et effectivement, oui, c'est tout à fait vrai. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, en tout cas, il y a des travailleurs handicapés qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas déclaré leur situation. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, il y en a qui refusent de le faire parce que soit ils n'y sont pas prêts, parce que c'est quand même un processus psychologique qui n'est pas évident, ou parce que ça les gonfle et ils n'ont pas envie. Et donc, cela, il n'y a pas forcément, ça peut changer, mais ce sera au long terme. Mais il y en a aussi beaucoup
Alors, il y en a qui ne l'ont pas fait parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils se disent juste que bon, ça peut apporter quelque chose à l'entreprise, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut leur apporter à eux. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui est aussi importante. Il y a des gens qui vivent une situation de handicap, mais qui ne savent pas que ça peut être reconnu justement comme handicap. Donc, c'est souvent des handicaps invisibles, évidemment, et c'est souvent typiquement pas systématiquement, mais très souvent des maladies chroniques évolutives. Donc, par exemple, là, on peut parler du diabète. Très souvent, les gens qui ont un diabète ne savent pas que ça peut être reconnu comme handicap. Les gens qui ont eu un cancer, des femmes qui ont de l'endométriose. Voilà, il y a toute une... alors, il n'y a pas de liste officielle, hein, voilà, mais il y a de nombreuses pathologies comme ça où les gens ne savent tout simplement pas qu'ils peuvent obtenir une RQTH. Voilà. Et donc là, pour aller les chercher, alors on ne peut pas, même si d'ailleurs vous avez su un jour à la machine à café qu'un tel avait telle pathologie, vous ne pouvez pas le convoquer dans votre bureau pour lui dire, voilà, pour lui dire, allez, j'attends ta RQTH, ça c'est évidemment pas possible. Par contre, ça va être via de l'information, via de la sensibilisation, de la formation, où effectivement, on va alors déjà expliquer ce que c'est le handicap, donc qui peut bénéficier d'une RQTH, et aussi, effectivement, qu'est-ce que ça va apporter à la personne. Donc, les droits que peuvent ouvrir une RQTH, puisqu'il y a certains droits au niveau de la fiscalité, au niveau de la retraite, au niveau de la formation, il y a plus, plus de droits à la formation, au niveau de la création d'entreprise. Enfin, il y a différents champs où le fait d'avoir un handicap reconnu va ouvrir certains droits. Et puis, effectivement, en mettant en avant aussi ce que fait l'entreprise, effectivement. Donc, tout le suivi, l'accompagnement personnalisé, adapté, et aussi le fait que ça peut faciliter l'adaptation de poste, en sachant qu'une adaptation de poste n'est pas forcément technique, elle peut être aussi organisationnelle, voire même humaine, mais là, je pensais plus à organisationnel, donc ça va être en termes d'horaire, voilà, par exemple, une personne diabétique où elle ne va pas forcément travailler moins, elle va pas forcément, mais simplement, on va devoir respecter certaines, ou lui peut-être lui rajouter un peu, mais surtout respecter des horaires précis pour son traitement, par exemple. Voilà, mais donc ça va être vraiment ça, d'informer, de sensibiliser sur ce que c'est le handicap. Et ça va aussi montrer aux gens qui n'osaient pas se déclarer parce qu'ils avaient peur d'être discriminés que l'entreprise met quelque chose en place et que donc, a priori, il n'y aura plus de discrimination. Enfin, il n'y en avait peut-être pas, mais c'est l'idée qu'elle se faisait. Et donc, le fait de voir ces sensibilisations, ça va aussi rassurer sur le côté non discriminant. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Je vous en prie. De la même façon, je voulais conclure sur la marque employeur, conclure. Je parlais en tout cas des sites emploi des entreprises. Les personnes handicapées, elles ont des parcours plus chaotiques pour trouver un emploi. C'est plus long, elles doivent faire plus de candidatures. Tout ça, c'est prouvé. Il y a des enquêtes avec des chiffres très précis qui montrent qu'elles ont des recherches d'emploi beaucoup plus longues et beaucoup plus difficiles. Et donc, comme tout être humain, elles vont plutôt aller dans des entreprises où il y a des politiques handicap. Donc, ça va être soit le bouche à oreille, soit ce qu'elles vont lire au moment de candidater. Donc, quand vous avez une offre d'emploi, votre offre d'emploi, si elle est classique, si on ne parle pas du handicap, il y a de fortes chances qu'il y ait des candidats handicapés qui ne candidatent pas, qui vont préférer aller candidater dans l'entreprise d'à côté qui a une politique handicap et qui la met en avant. Ou alors, des candidats travailleurs handicapés qui vont candidater, mais qui vont se dire « je ne sais pas trop comment ils font dans cette entreprise, donc je préfère ne pas dire que j'ai une RQTH au moment de la candidature. » En revanche, en mettant en avant votre politique handicap sur les salons, sur votre page Internet et même dans les annonces, c'est-à-dire qu'à la fin, alors attention, on ne peut pas écrire que les travailleurs handicapés sont prioritaires, par exemple, parce que ça, ce serait discriminant à l'inverse. Mais vous avez le droit d'écrire, par exemple, dans le cadre de notre politique handicap, toutes les candidatures seront examinées.
eh bien, cette simple phrase-là, elle va rassurer les candidats qui vont se dire, s'ils ont pris la peine, le temps d'écrire ça, c'est que ça doit être vrai. En tout cas, il faut y croire. Et ça va encourager les candidatures de travailleurs handicapés et ceux qui auraient de toute façon candidaté, mais à le dire. Ça se voit, hein. Moi je le vois régulièrement dans des entreprises qui font ce changement et ils ont plus de candidatures de travailleurs handicapés. Et je Alors, te vu relais le temps, également oui, pardon. une petite question. En tant qu'RH, j'ai beaucoup recruté. Souvent, effectivement, sur certains CV, on voit la RQTH apparaître et assumer. Comment, quand on passe le CV à des managers qui sont moins sensibilisés par rapport aux obligations légales, etc., parce que c'est moins un sujet pour eux, comment on peut les convaincre que c'est une bonne chose, un peu enlever ce frein qu'eux peuvent avoir en se disant est-ce qu'il va falloir que j'adapte mon poste de travail, et quelles contraintes ça va être pour mon équipe, etc. Est-ce que tu as déjà accompagné des entreprises dans cette démarche-là? Oui, alors c'est compliqué de répondre peu de temps en fait parce que c'est un vaste sujet, mais c'est une très bonne question. Comment répondre de façon synthétique? En fait, alors effectivement, ça va quand même être une bonne transition avec la slide suivante, mais effectivement, ça va être de former, en fait, l'idéal, c'est de former les managers, hein, finalement, qui deviennent des managers inclusifs et qu'effectivement, ils aient cette connaissance-là. On le verra rapidement à la fin, mais effectivement, pour qu'une politique handicap fonctionne en interne, il faut que la direction, oui, ça ne marche pas sur la durée si ce n'est pas le cas d'ailleurs. La direction doit vraiment être impliquée, ils doivent être des ambassadeurs et pareil pour les managers, c'est-à-dire ça doit venir d'en haut. Il faut vraiment que la direction, que les managers soient exemplaires, soient formés, soient impliqués. Voilà, donc effectivement, ça va être de cette façon-là parce qu'en plus, il faut savoir que, je rappelle que donc, la nature du handicap n'est pas mentionnée sur une RQTH et vous n'avez pas le droit de demander à la personne quelle est la nature de son handicap. Vous pouvez demander quelles sont ses contre-indications ou quels sont ses besoins d'adaptation de poste, mais vous ne pouvez pas demander la nature du handicap. Et de la même façon, un salarié qui vous transmet sa RQTH, c'est un document administratif, vous n'avez pas, c'est confidentiel en fait, vous n'êtes pas censé en faire part au manager. Alors un candidat qui a écrit sur le CV, si vous faites passer le CV au manager et qu'il le voit sur le CV, là après c'est que le candidat, on va dire que tacitement au moins il était certainement d'accord puisqu'un CV c'est censé circuler. Mais effectivement, un candidat qui vous le signale à vous, qui le met dans le dossier administratif, vous n'êtes pas censé le transmettre au manager. Mais après, voilà, ça va être de sensibiliser le manager, alors soit de le former, soit de faire des informations ciblées vers les managers différentes, adaptées sur comment et pourquoi c'est intéressant d'avoir des travailleurs handicapés dans son équipe. Alors, je vais quand même compléter, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de cette question-là avec le bénéfice suivant justement que j'ai appelé, qui est la performance, mais il y en a de plusieurs ordres. Mais donc, alors, on pense souvent, on dit, oh là là, oui, c'est chouette que l'entreprise en place une politique handicap, mais moi, j'en veux pas dans mon équipe parce que ça va faire baisser ma performance. Alors, il faut savoir que ça, c'est souvent une idée reçue. Les études sur l'absentéisme montrent chaque année que les personnes handicapées sont moins absentes en moyenne. Vous savez, c'est sur le nombre de jours d'absence annuelle, donc c'est bien sûr des moyennes, mais en moyenne, ils sont moins absents que les travailleurs valides. En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et ça c'est un message qu'on peut faire passer aux managers, c'est qu'un travailleur handicapé qui est intégré dans une entreprise et où ça fonctionne bien en tout cas, ce sont souvent justement des gens qui ont eu des parcours chaotiques avant et qui du coup, quand ils sont quelque part et qu'il y a eu un bon recrutement, qu'ils ont le bon profil,
eh ben, c'est des gens qui sont plus impliqués, même que d'autres personnes. Et donc, ça ne réduit vraiment pas la performance des entreprises. Ça peut même apporter, parfois, ça peut aider à résoudre ou en tout cas à limiter certains conflits parce que ce sont des personnes qui vont davantage relativiser, qui vont avoir un autre regard sur le monde. Voilà. Donc, au contraire, c'est plutôt un atout dans une équipe. Et pourquoi je l'ai mis vraiment en bénéfice la performance? Parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé. C'est-à-dire qu'il y a des études mondiales qui, depuis 2-3 ans, c'est assez récent, mais montrent que économiquement, les entreprises inclusives sont plus performantes que les autres. Ça peut aller jusqu'à un chiffre d'affaires supérieur de 30% et elles ont un meilleur positionnement en bourse. Alors bien sûr, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est pas le mois prochain en ayant embauché un travailleur handicapé supplémentaire que ça va tout changer, mais celles qui le font depuis plusieurs années, elles voient vraiment la différence. Alors pourquoi? Parce que ce sont des entreprises où il y a en fait plus de créativité, parce qu'on va avoir des regards différents sur la vie, sur le monde, parce qu'on va prendre en compte les fragilités de chacun, et pas que d'ailleurs des travailleurs handicapés, mais c'est les entreprises inclusives, on va prendre en compte la vie, les fragilités de chacun, et donc ça améliore la performance d'une équipe, mais aussi au global, l'entreprise inclusive est plus performante. Donc ça, je pense que c'est important et du coup, ça complète la réponse à la question comment on fait avec les managers. C'est des arguments qu'on peut leur donner dans des infos, en formation, Sur individuellement, un travailleur handicapé, non, il n'est pas moins performant qu'un autre. Et en plus, même au global, ça renforce la performance globale de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des... Alors, je disais tout à l'heure qu'effectivement, finalement, comme il y a eu beaucoup de questions au cours de la présentation, le temps file. Mais on arrive à la présentation. Mais est-ce qu'il y a des questions déjà sur les bénéfices qu'on vient de voir, ou sur la performance, ou sur... je ne sais pas si j'ai bien répondu pour les managers dans le temps imparti. Voilà. Si, c'était une piste de réflexion, ouais. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Si, ça y est. Question sur la RSE. N'est-elle pas un moyen de diluer une politique handicap? Car il n'y a pas plus de budget dédié, plus de personnes compétentes capables d'impulser une dynamique et d'être la personne vers qui se tourner sur la thématique du handicap. Alors, je ne sais pas si du coup c'est très clair. Je ne sais pas si Julien, vous voulez prendre la parole peut-être pour préciser? Oui, est-ce que la question, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt les RH qui s'occupaient de la RSE, notamment avec les responsables des missions handicap. Vu qu'à terme, elles vont disparaître, ce qui semble se passer, c'est qu'elles sont incluses dans la RSE, donc que ce soit sur l'accord télétravail, corps senior, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a dans ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des budgets qui sont dédiés? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment faites? Puisque finalement, ça disparaît comme une politique en tant que soi, pour être sur quelque chose de beaucoup plus flou. Alors, la politique handicap, ce serait les politiques handicap qui disparaissent, les missions handicap, c'est ça que vous... Ce que j'ai compris, c'est qu'à partir de 2026, il n'y a plus de mission handicap. Alors, disons qu'en fait, à partir de 2026, c'est possible qu'il y en ait moins au sens de mission, avec ce nom-là, disons. C'est-à-dire qu'en fait, là, peut-être, si je comprends bien, peut-être que vous parlez des missions handicap dans les grands groupes qui ont des accords, justement, des accords agréés. Donc, effectivement, comme là, on est passé à 2 maximum, ceux qui en avaient déjà 8 ou 9, ils ont quand même le droit d'en faire 2 derniers, donc ce qui amène effectivement à 2026. À partir de 2020, 1 plus 1, donc 2, effectivement. Et les autres pourront faire, ceux qui n'en avaient pas peuvent aussi en avoir un pendant 6 ans. À partir de maintenant, alors là, ça peut durer plus tard, parce qu'il y en a qui peuvent mettre en place le premier accord en 2022, par exemple, et donc 2022, ça ira jusqu'à 2028. Voilà, donc
on pourra encore… Et donc, effectivement, quand on est sous accord agréé, il y a une mission handicap qui a un budget et qui va pouvoir mettre des choses en place exclusivement sur le handicap parce qu'elle a un budget pour ça, elle ne peut l'utiliser que pour ça. Donc là-dessus, c'est vrai que sous cette forme-là, à partir de 2026, certes, dans les grands groupes, il y en a qui vont être sûrement démantelés, mais ça va pouvoir continuer dans les entreprises qui mettent en place des nouveaux accords. Après, dans toutes les entreprises, au final, quand une contribution est payée, eh bien, finalement, quelque part, il y a un budget… alors, enfin, déjà, ça ne s'appelle pas forcément mission handicap, mais le référent handicap, maintenant, est obligatoire à partir de 250 salariés. Donc ça, c'est nouveau et ça va faire qu'il y aura plus d'entreprises au final où il y aura, alors ça ne s'appellera pas forcément mission handicap, il n'y aura pas forcément plusieurs personnes dans cette mission handicap, mais une entreprise de 300 personnes, eh ben, elle aura quand même au moins une personne référente handicap et qui sera dédiée, alors peut-être pas forcément à temps plein, mais au moins à mi-temps, par exemple, pour 300 personnes, et donc qui va mettre en place des actions. Donc ces postes-là ne vont pas disparaître, ils vont évoluer, ils vont changer. Et un budget est nécessaire. Alors, c'est-à-dire qu'il faut quand même investir pour faire baisser la contribution AGEFIP. Donc, certes, les missions handicap, elles travaillent aussi à leur disparition finalement, parce que quand le taux d'emploi augmente, et ben, petit à petit, leur budget diminue. C'est ce que je dis parfois par rapport à la GFIP. C'est une des seules structures qui travaille à sa perte finalement, parce que son but, c'est de disparaître un jour. Bon, on en est encore loin, mais voilà. Donc non, pour moi, ça ne va pas disparaître et ça restera effectivement… il va y avoir des budgets qui vont être alloués parce que même dans des entreprises de 500 personnes ou de 1000 personnes qui n'ont pas d'accord et qui n'ont pas de handicap, eh bien, s'ils veulent diminuer leur contribution à GFIP, eh bien, ils sont obligés de mettre en place un budget. Il y a des budgets qui sont dédiés à ça et où ils comprennent qu'effectivement, il y a un impact sur la contribution à GFIP. Donc, ça aussi, c'est une façon de convaincre en interne en disant, oui, OK, on a des choses des investissements à faire peut-être cette année, mais sur la contribution de l'année prochaine, il y aura déjà des effets. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, c'est peut-être une discussion un peu… on peut avoir des avis différents aussi, mais voilà. Pour moi, c'est plus une évolution de forme et ça s'appellera peut-être plus référent handicap que mission handicap, mais ça disparaît. Ah oui, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que les entreprises, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais les entreprises qui sont déjà à 6%, alors peut-être parce qu'elles ont eu une mission handicap pendant longtemps qui a bien fait son travail et donc qui sont arrivées aux 6%, les missions handicap ne sont pas forcément supprimées et les budgets ne sont pas forcément à zéro non plus parce qu'ils ont justement conscience qu'il y a du turnover, qu'il y a des départs à la retraite, etc. etc. Et donc, pour ne pas justement, pour continuer à anticiper, elles maintiennent et un budget et du personnel sur le sujet. Compte tenu de l'heure, parce que du coup, on a plutôt posé les questions au fil de la présentation, je vais très très rapidement passer sur ce slide-là pour qu'il y ait encore quelques questions, même si on est arrivé à l'heure de fin. Donc, effectivement, c'était un petit rappel, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas tout faire en 1 heure, bien sûr, mais quelques leviers. Donc, comment on fait pour agir et donc pour mettre en place finalement une politique handicap durable. Donc, je l'ai déjà dit, c'est des choses que j'ai déjà dites finalement, mais effectivement, la direction doit être vraiment formée et impliquée. Si ça ne vient pas de là, ça, à un moment donné, ça ne tiendra pas sur la durée. Les managers inclusifs, donc c'est vrai qu'ils doivent être aussi formés, sensibilisés, comme les collaborateurs. Le processus de recrutement, il faut aussi l'adapter. J'ai un peu parlé des offres, j'ai un peu parlé de l'intégration très rapidement, mais voilà, il y a tout s'adapte de l'ensemble du processus de recrutement jusqu'à la fidélisation, j'ai aussi évoqué. On va essayer de libérer la parole, on va essayer de faire émerger de nouvelles RQTH en interne, donc ça aussi on l'a évoqué.
Et on peut aussi donc mobiliser le service des achats pour développer les achats responsables. Voilà. Alors, c'est vraiment enfin, j'ai l'impression d'avoir survolé certaines choses, mais bon, l'objectif aujourd'hui, c'était les bénéfices. Je pense qu'on en a quand même bien parlé. Il y a déjà eu pas mal de questions. Voilà, mais je vous remercie pour votre écoute et déjà vos questions. Et puis, je suis disponible s'il y a d'autres questions maintenant. Alors, je vais effectivement laisser éventuellement d'autres questions arriver. Mais je te relayerai également à la toute fin une question de Muriel, mais qui a été posée et qui n'a pas pu, du coup assister à la première réponse. Et en tout cas, merci à tous, tous ceux qui doivent nous laisser nous quitter, d'être venus pendant cette heure-ci. Un grand merci. Merci aussi à Amandine, à toi d'avoir consacré cette heure pour nous parler de la politique et des bénéfices de la politique handicap. Voilà, alors j'ai vu quelques messages passer. Donc effectivement, tu as des remerciements. Pas une personne qui te souhaite une bonne journée. Valérie te pose la question des achats responsables. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite précision sur la question. Je pense que c'est peut-être ta réaction. Je ne sais pas si Valérie… Oui, non, je peux répondre de façon… Parce que là aussi, c'est un gros sujet, mais je peux essayer déjà de répondre de façon… Enfin, sur ce que c'est peut-être les achats, la sous-traitance ou les achats responsables. C'était quoi la question? C'est sur les achats ou la sous-traitance responsable? C'est la même chose? C'est juste marqué achat responsable. Achat responsable, donc en lien avec le handicap. Oui, tout à fait. Donc, les achats responsables, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance. Et donc, c'est toutes les prestations que l'on peut sous-traiter à des ESAT, des entreprises adaptées ou bien des travailleurs indépendants handicapés. Donc, les ESAT, ce sont des établissements où il y a des personnes effectivement handicapées qui ne sont pas en capacité d'aller dans des entreprises et qui vont réaliser certaines prestations. Les entreprises adaptées, ce sont des entreprises du milieu ordinaire, mais qui ont la particularité d'avoir plus de 55% de travailleurs handicapés dans leur effectif et qui vont là aussi réaliser de très nombreuses prestations. Et les travailleurs indépendants handicapés, en gros, ce sont des freelances handicapés c'est un nouveau statut qui existe depuis 3-4 ans. Et donc, toutes ces structures-là ont beaucoup évolué. On les connaît pour, par exemple, le ménage, l'entretien de l'espace vert ou l'achat de fournitures de bureau. Ce qui est important de savoir, c'est que ces prestations-là existent toujours, mais elles ont énormément évolué. Donc aujourd'hui, on peut trouver à peu près tout dans ces structures-là. On peut trouver des développeurs informatiques, il y en a qui sont sous forme d'ESN. Il y a des agences de communication qui sont sous forme d'entreprises adaptées. En travailleurs indépendants handicapés, eh bien, vous avez des traducteurs, des graphistes, tous les métiers qui se font en indépendant eh bien, existent aussi. Donc, quand vous sous-traitez à ces structures-là, l'une de ces 3 structures-là finalement, eh bien, vous pouvez, en fait, vous générez indirectement du travail pour des travailleurs handicapés. Avant, dans la loi d'avant, ça s'appelait d'ailleurs de l'emploi indirect. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme-là, mais voilà, quelque part, l'entreprise génère du travail, en tout cas pour des travailleurs handicapés. Et donc, vous payez une prestation, mais l'année d'après, eh bien, ça vous permet d'avoir une déduction de votre contribution à GEFIP. Donc, de 30% du coût de la main-d'œuvre de la prestation qui seront déductibles de la contribution. Donc, ça a ce gros intérêt quand même économique, mais ça a aussi du sens. C'est-à-dire que si vous avez un partenariat de longue date avec tel ESAT ou telle entreprise adaptée, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre com interne ou dans votre RSE pour communiquer sur le handicap et sur ce partenariat. Voilà. Donc, ça a plusieurs intérêts, mais c'est ça qu'on appelle les achats responsables ou la sous-traitance ou voilà. Et également, tu avais une question, je pense que c'est parce que tu es passé un peu vite. Quel était le dernier point des leviers pour agir?
Ah, oui, je vais remettre, du coup, j'allais arrêter le partage d'écran. Bon, ça tombe bien, je remets la slide. Le dernier point, du coup. Je pense que du coup, ça en répond. Voilà, c'est ça. C'était le service achat que l'on mobilise. C'était justement par rapport aux achats responsables, parce que c'est avec eux, effectivement, qu'on va pouvoir faire le point sur ce que l'on sous-traite déjà, peut-être, et est-ce qu'on est satisfait, pas satisfait, est-ce que le contrat arrive à son échéance ou pas, et donc, est-ce que si on ne sous-traite rien à un ESAT, à une EA ou à un TIH, peut-être qu'on peut du coup changer de prestataire, ou alors essayer de voir s'il n'y a pas des choses qu'on ne sous-traite pas mais que l'on pourrait sous-traiter. Enfin voilà, le service achat peut être un acteur de la politique handicap. Comme le responsable RSE, comme le responsable com aussi, pour la com interne, la com externe. Voilà, il y a beaucoup de fonctions support qui peuvent s'impliquer dans une bonne politique handicap durable. Écoute, je pense que tu as impliqué la réponse. Il n'y avait pas d'autres nouvelles questions, donc je te repose juste une question de Muriel qui n'avait pas pu se libérer au début de la présentation et qui posait la question en quelques mots de comment, c'est la question qu'on t'avait posée également, comment tu fais pour encourager la reconnaissance des travailleurs handicapés qui ne sont pas… Voilà. Oui, en interne, donc des gens qui sont déjà dans l'entreprise, qui ne se sont pas signalés. Donc, je vais essayer de répondre de façon statistique encore. Mais en effet, j'arrête de dire ça, c'est le principe des webinaires. Mais donc oui, il y a en tout cas souvent des personnes en situation de handicap qui ne se sont pas déclarées. On va les chercher tout simplement en sensibilisant les équipes, en informant sur qu'est-ce que le handicap, qui est concerné, qui peut demander sa RQTH et aussi quels droits ça ouvre. Alors, les droits légaux auxquels tous les travailleurs handicapés ont accès, mais aussi les avantages éventuels que l'entreprise a pu mettre en place pour ces personnes-là, et puis aussi le suivi qui va être apporté. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que le handicap, qui peut être concerné et qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à la personne. Voilà. C'est les axes principaux qu'on peut mettre en place, alors de différentes façons, voilà, information, sensibilisation, formation, voilà. Et ça va aussi montrer aux personnes qui auraient peur de se déclarer par peur de la discrimination que l'entreprise s'engage. Merci du coup, Amandine, pour la précision. Et effectivement, Muriel, après, il y a une réponse un peu plus longue dans le replay. J'essaierai de vous envoyer la partie ciblée qui répond. Écoute, Amandine, il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie une nouvelle fois tous les derniers participants d'être allés jusqu'au bout et d'avoir un petit peu débordé. Et bonne fin de journée à tout le monde. Et puis, Amandine, au plaisir du coup de te retrouver le 10 mars pour aborder sur le coup le handicap, mais sous le thème du recrutement. Tout à fait. Merci à tous et à bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde.